Bonjour à tous. Bon, je vois que je vous avais trouvé le chat, la petite discussion en bas. Donc, c'est super. On va s'en servir pendant tout ce webinaire. Audrey, si tu peux passer la slide suivante. Bienvenue sur ce 5e webinaire de la semaine de la Transphonium. C'est une semaine qu'on a lancée à la mêlée pour sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques de la Transphonium. On organise cette opération dans le cadre d'une opération qui est portée par la région, qui s'appelle Transformation numérique et cybersécurité, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises de la région dans tous leurs projets de transformation digitale. Nous, à la mêlée, on a décomposé ça en 3 grands champs d'action. Une première étape de sensibilisation à travers des événements comme cette semaine de la Transphonium et bien d'autres événements aussi. Une deuxième étape sur plutôt une partie pré-diagnostic où l'idée, ça va être de mesurer la maturité numérique de votre entreprise, pouvoir déterminer finalement les besoins de votre entreprise et pouvoir vous proposer, troisième étape, des accompagnements avec des experts de la mêlée qui seront pris en charge jusqu'à 50% par la région. On a du coup 7 grands champs d'action que vous retrouvez ici dans cet agenda de la semaine de la Transphonium. 7 champs d'action sur le e-commerce, la relation client, la com digitale, le collaboratif et le télétravail, l'organisation et les process, le data et le cloud, la cybersécurité et le RGPD. Si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est parce que vous êtes intéressé par le sujet data et cloud. Donc, je vais vite laisser la parole à nos super experts. Voilà, si vous êtes intéressé par d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube de la mêlée. Vous aurez accès aux différents replays des précédents webinaires. Voilà un petit peu pour le programme de la semaine. Quelques petites consignes pour le webinaire d'aujourd'hui pour que ça se passe le mieux possible. C'est un webinaire qui est enregistré puisque vous aurez accès au replay dans une semaine à peu près. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, merci de couper vos caméras. On va également vous demander de couper vos micros durant les interventions de nos experts. Si vous avez des questions, vous avez un chat dans lequel on a commencé à discuter. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je référence toutes les questions et je les transmettrai aux experts à la fin du webinaire. Sinon, vous avez aussi l'option de lever la main ou en tout cas d'interagir, de réagir aux interventions des participants, des intervenants pour prendre la parole et leur poser vos questions. Donc voilà, je laisse nos super experts sur la data et le cloud se présenter, prendre la parole et animer ce super webinaire. Et je vais demander à Romain, dans un premier temps, de se présenter rapidement. Bonjour mesdames, messieurs, donc enchanté, Romain Legrand. Je suis depuis 19 ans dans l'informatique et depuis 15 ans sur la donnée. Je représente l'entreprise Synaltic. Notre spécialité, nous nous basons sur la donnée, donc comment l'acheminer, l'organiser, la préparer. Et derrière, bien sûr, nous nous appuyons ou non sur le cloud. Nous vous présenterons la partie cloud. Nous avons ensuite mon collègue Guillaume, que je laisse se présenter, qui répondra à toutes les questions techniques que vous aurez sur le cloud. Guillaume? Oui, bonjour à tous. Donc, Guillaume Weiss, Synaltic, responsable DevNops depuis quelques années maintenant. Et je serai là pour répondre à questions orientées cloud si nécessaire. Merci. Et bonjour, donc je suis Audrey Saint-Leb, je suis consultante data chez Datasulting. Donc, Datasulting, c'est une agence de conseil en valorisation des données et je suis accompagnée par Yann, que je laisse se présenter. Bonjour, Yann Fink. Audrey a bien présenté Datasulting, qui ne fait pas que du conseil, qui fait aussi de la mise en œuvre. Donc, on met en œuvre les solutions préconisées par la branche conseil. Et je m'occupe justement de cette partie études et développement pour le compte de nos clients. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, histoire de dynamiser un petit peu ce webinaire, nous allons faire un petit sondage et nous allons vous poser la question suivante. La transition numérique est-elle un sujet majeur dans votre entreprise aujourd'hui? Donc, Constance lance ce petit questionnaire. Donc, première réponse, encore un concept à la mode qui ne veut rien dire pour moi. Seconde proposition, aujourd'hui, c'est un sujet chez nous. Et troisième proposition, non pas vraiment d'actualité, mais j'aimerais bien.
Oui, c'est un sujet chez nous. Donc, c'est super. On va pouvoir démarrer ce webinaire et échanger, et notamment sur la troisième partie, où nous pourrons répondre à vos questions. Alors, nous allons démarrer. Donc, bienvenue dans ce webinaire Data et Cloud. L'objectif aujourd'hui pour Synaltic et Data Consulting, c'est de vous aider à réfléchir et à avancer sur la valorisation de vos métiers par la donnée et par le cloud. Nous avons tous des enjeux, TPE et PME, sur la région Occitanie, et l'idée, c'est de vraiment progresser là-dessus ensemble. Donc, pour ma part, je vais vous parler et on va repartir un petit peu de la base de la data dans l'entreprise et de ses enjeux. Et je vous partagerai également les principes d'une démarche de maturité de data. Et puis ensuite, je passerai la main à Yann qui vous présentera des illustrations concrètes de cas d'usage data. Et puis, Synaltic prendra la main pour l'approche par le cloud, ses caractéristiques et fera un panorama complet du cloud. Donc, si on reprend un petit peu les basiques, back to basic, donc les données, effectivement, aujourd'hui, on sait que c'est une opportunité pour créer de la valeur. Les données, finalement, c'est une information qui est stockée sur un support numérique, donc c'est une matière première. Et si on essaie de les classer sous forme de 4 grandes familles, on a des données qu'on appelle aujourd'hui les données qui sont exploitées par les entreprises de type TPE, PME. Alors, ça peut être des données clients, des données de gestion de contrat, des données de ressources humaines, des données de logistique, des données de production. Alors, toutes les TPE et PME, effectivement, en fonction de la taille et des systèmes d'information qui sont installés, vont avoir des données plus ou moins exploitées. Donc, ça, c'est la première famille. La deuxième famille sont les données qu'on va appeler les données sous-exploitées. Alors, par exemple, on peut avoir les logs. Les logs, c'est les journaux des systèmes d'information. On peut avoir des comptes rendus, du texte, du son, tout type de données finalement qu'on a, qui dorment là, qui sont dormantes dans l'entreprise, mais auxquelles on ne va pas forcément penser. Troisième famille, les données industrielles. Alors, on entend aussi beaucoup tous aujourd'hui parler de l'IoT, de l'Internet des objets. Donc, finalement, ce sont toutes ces données qui sont produites par nos petits objets connectés. Et pour vous partager cette information-là, il faut savoir que 2025 va être l'année, finalement, de cette donnée industrielle IoT, puisque le volume d'objets connectés est en pleine croissance. Et quatrième famille de données, donc les données open data, donc des données d'accès libre qui sont souvent proposées par des organismes ou des institutions, qui peuvent être des données démographiques, géographiques, de trafic ou des données météorologiques. Alors, sur le petit schéma que vous avez en bas à droite, vous voyez un petit peu les proportions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 65% des entreprises produisent des données, mais on peut remarquer effectivement qu'au niveau de l'accélération de la production de données, les machines en produisent beaucoup plus vite. Et puis les humains, nous aussi, on produit de plus en plus de données parce qu'on est de plus en plus connectés. Donc la donnée humaine aussi également, ça représente un énorme volume. Alors finalement, quand on dit qu'est-ce que ça signifie exploiter les données, mais voici les 4 grandes étapes de l'exploitation des données. On a des données qu'on fabrique, qu'on stocke, sont des données brutes qui sont collectées dans nos systèmes d'information. Alors l'idée, c'est de se poser la question, c'est qu'est-ce que je collecte, quand est-ce que je le collecte et comment je le collecte. La deuxième étape, c'est ces données qui sont stockées, donc comment elles sont rangées et comment elles sont mémorisées au sein de vos systèmes d'information dans l'entreprise. Troisième étape, c'est j'ai envie de traiter ces données, donc comment je les prépare, comment je les nettoie, comment je les fiabilise. Et la quatrième étape, c'est comment je peux restituer ces données, comment je peux les visualiser pour en tirer la meilleure valeur au service de mon entreprise. Donc voilà les 4 grandes étapes majeures finalement de l'exploitation des données aujourd'hui. Alors quand on a dit ça, finalement, on se rend compte qu'on a des opportunités pour nos entreprises. Une data qui est de plus en plus abondante, donc que ce soit de la donnée client, des écritures comptables, des données financières, des données logistiques, des données de production, des données liées aux capteurs qu'on a installés aussi dans nos usines, des données de factures, etc. Et puis, on a une deuxième opportunité qui sont les outils qui sont de plus en plus abordables. Donc, Yann, Romain et Guillaume vous parleront de l'environnement cloud, mais il y a également les outils de business intelligence. Finalement, ce sont des outils qu'on appelle également les outils de suite décisionnelle qui vont permettre de croiser plusieurs sources de données et d'obtenir finalement un croisement de données qui est multifactoriel pour aller voir des informations qu'on ne verrait pas si on travaillait par exemple sur Excel. Et puis, troisième outil aussi qui est intéressant, c'est la data science. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont disponibles en open source sur Internet et qui permettent de générer finalement de la data science. Et derrière la data science, on met finalement la prévision, la prédiction, le fait de prévoir, voilà, de pouvoir anticiper, de prévoir. Et troisième point, troisième opportunité, donc
On a des évolutions qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, on peut piloter maintenant à travers un croisement vraiment optimal des données son entreprise avec un 360, avec une vision haute, macro. Et puis, on peut prévoir et prédire. Alors, finalement, quels sont les enjeux principaux de la data aujourd'hui? Pour vous partager ça, l'année dernière, on a Data Consulting, la Mêlée et des tas d'autres partenaires organisé le premier observatoire de la maturité data des entreprises en Occitanie. Et les répondants, qui étaient donc des directeurs d'entreprise, des dirigeants, des membres d'entreprise, ont contribué et nous ont permis de sortir ce premier résultat sur ces principaux enjeux. Donc, les principaux enjeux, c'est les questions qui se posent, c'est comment je peux acquérir plus de clients, comment je peux mieux satisfaire mes clients, comment je peux améliorer l'expérience de mes clients, mieux les fidéliser, mieux piloter mon entreprise, générer des nouveaux produits, générer des nouveaux services. Donc, vous avez à droite, finalement, tous ces points qui ont été notés et qui nous ont été partagés au travers de cet observatoire. Et j'en profite pour vous inciter à participer à l'Observatoire 2021 qui est en cours et qui se terminera fin mars, début avril. Alors, quand on veut finalement utiliser ces données et probablement se poser la question de si on va utiliser le cloud ou pas, par où on commence? L'idée, c'est déjà de se dire, OK, quel est mon niveau de maturité d'utilisation de mes données dans mon entreprise? Et dans le cadre de l'Observatoire de la maturité data, on a pu élaborer finalement cette échelle de 0 à 6 de maturité des entreprises aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à aller participer parce que vous aurez cette vision et vous pourrez voir où est-ce que vous en êtes. Donc, on a du niveau 0, pas digitalisé, c'est-à-dire je n'ai pas de RP, je n'ai pas de CRM, je n'ai pas vraiment d'outils qui me permettent de dire que je suis vraiment digitalisée vraiment bien, jusqu'à vraiment le full digital où là, je vais avoir des équipes de data scientists, data ingénieurs, data analystes qui vont vraiment développer et pouvoir développer des algorithmes pour faire, par exemple, de la prédiction, de la recommandation. Et puis, au milieu, on a des stades qui sont des stades intermédiaires avec donc le pilotage classique où j'ai un tableau de bord avec un outil, un logiciel qui me permet de piloter mon entreprise, mais pas forcément de faire des croisements de données multifactoriels très avancés. Et puis, on a le stade 3, où là, on est sur un pilotage évolué, où là, effectivement, on va avoir des outils qui sont installés de type suite décisionnelle, où je vais pouvoir vraiment sélectionner mes indicateurs de mesure et vraiment piloter à 360 mon entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents niveaux de maturité et chaque entreprise est différente. L'idée, c'est déjà de bien poser cette base-là. Quand on a connaissance de son niveau de maturité, on se dit, OK, bon, maintenant j'ai mes données, mais comment je peux créer de la valeur? Donc, à travers cet observatoire de la maturité digitale et à travers l'expérience et les expériences partagées avec nos clients, chez Data Consulting, on a préparé finalement ce panorama des différentes familles dans lesquelles on peut créer finalement des usages de la donnée pour aller générer de la valeur. Donc, on a les usages par l'entrée par le client. Donc, on va pouvoir, par exemple, si on prend personnalisation de l'expérience client dans la première colonne avant dernière case, j'ai aujourd'hui dans mon entreprise des données relatives à mon client, à ses commandes, à sa participation, par exemple, sur mon site Internet, à toute son activité. Et finalement, j'ai la capacité, au regard des données, quand je les croise bien, de pouvoir aller regarder qui il est vraiment, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Et à travers le croisement de ces données, je vais pouvoir aller personnaliser finalement l'expérience qu'il va avoir avec mes produits et mes services. Donc ça, c'est un exemple, mais on peut en avoir aussi d'autres. Si on prend par exemple la famille risque, j'enregistre au sein de mon entreprise des informations déclaratives de la part de mes clients et je peux aller au croisement de données que j'ai sur ces clients, détecter finalement des anomalies, peut-être détecter des fraudes qui vont me permettre de pouvoir mieux analyser ce qui se passe et pouvoir améliorer mon processus et mieux détecter finalement la fraude. Donc, on a des tas de cas d'usage qui permettent d'améliorer la performance de l'entreprise. Et pour créer ces cas d'usage, finalement, on a besoin des données. Et ces données, elles nous permettent de fixer cette valeur-là. Alors, finalement, une bonne stratégie data, qu'est-ce que c'est? Donc, si on repart de la base, on part de la vision, on se dit, OK, c'est quoi mes enjeux data aujourd'hui? C'est quoi les priorités que je souhaite adresser pour mon entreprise? Quels sont les usages que j'aimerais développer au travers des données dont je dispose? Et à partir de là, à partir du moment où on a posé ces deux bases, derrière, on peut tout organiser, c'est-à-dire des rôles et des responsabilités au sein de l'entreprise pour aller mieux gérer ces données, donc organiser une gouvernance. Et puis, on va s'appuyer sur un socle technologique
notamment ici le sujet du cloud, dont Yann, Romain et Guillaume vont vous parler, pour pouvoir finalement dérouler cette stratégie basée sur les données. Donc, à droite, vous avez finalement les 4 grandes étapes. Une fois qu'on a décidé et qu'on a visionné ces enjeux, on peut s'orienter sur des cas d'usage. Et ces cas d'usage s'appuient sur des technologies. On va pouvoir organiser cette équipe, cette gouvernance data en interne. Et puis, ça va nous permettre finalement de définir une trajectoire. Et cette trajectoire-là, finalement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la vitesse à laquelle je vais réaliser un ou plusieurs cas d'usage. Et c'est les ressources que je vais mettre au service de ces cas d'usage, donc de ma stratégie. Donc, finalement, une stratégie d'entreprise basée sur la data, c'est une stratégie qui suit la route la plus directe pour atteindre ses objectifs. Alors, quand on a dit ça, finalement, voici les principales recommandations que nous vous ferons aujourd'hui. C'est premièrement, identifier bien les usages et donc votre façon de fixer la valeur à travers vos données. Deuxièmement, lister les moyens et les données disponibles que vous avez déjà dans l'entreprise. Troisième point, lister les moyens et les données qui vous manquent. Et puis ensuite, évaluer le coût de cette stratégie-là et les technologies associées. Donc, on va parler notamment de notions de coût, je pense, tout à l'heure avec le cloud. Et pour ensuite, finalement, définir une trajectoire et atteindre l'ambition. Je vais passer la main à Yann. Merci beaucoup, Audrey. Bon, Audrey a bien présenté la théorie, la méthodologie qu'on suit chez Datasulting. Si vous avez des questions sur cette partie, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on répondra à la fin. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met tout ça en musique chez Datasulting en vous présentant des cas clients. 3. J'ai choisi des cas volontairement d'entreprises qui n'étaient pas trop versées dans le numérique pour que vous puissiez vous les approprier, éventuellement vous y comparer. Vous verrez qu'on part systématiquement d'une problématique terrain concrète, des cas d'usage, qu'on a à partir de là dessiné une trajectoire de réalisation qui peut être courte ou longue, hein, il peut y avoir des cas d'usage qu'on adresse très rapidement, et que, en tout cas, l'exploitation des données, quelle qu'elle soit, peut bien souvent répondre à ces problématiques, et aussi que données et technologies cloud vont très souvent ensemble, et que les données sans le cloud, ça limite un petit peu. Alors, premier cas, c'est un institut de sondage qui produit des rapports sur l'utilisation de subventions européennes et leur impact sur le développement économique local. Cette société souhaitait industrialiser la production des études pour s'adapter à l'évolution de la demande de ses clients. Les clients de cette société, ce sont des régions, des communautés d'agglos, des départements. Et au vu des évolutions technologiques actuelles, ces clients devenaient de plus en plus exigeants sur le détail des rapports, la possibilité de les visualiser selon des axes divers et variés. Et la société, jusque-là, travaillait avec des fichiers Excel, rassemblait les données à droite à gauche, des données statistiques, des données issues directement de ses clients, des données issues de questionnaires remplis par tout un tas de particuliers. Et la valeur ajoutée des analystes censés établir ces études consistait à croiser ces fichiers, à construire des tableaux dynamiques croisés qui avaient un format relativement statique. Et c'était difficile de répondre aux demandes des clients, aux demandes d'évolution en tout cas. Donc, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place au sein de cette entreprise une petite équipe technique qui jusque-là n'en disposait pas, pour déployer un data warehouse. Alors, je vais employer quelques termes un petit peu techniques, mais bêtement, data warehouse, data mart, ce sont des bases de données nettoyées, propres, qui sont parfaitement exploitables pour générer du reporting. Et donc, dans le cadre de cette problématique, cette société a mis en place un data warehouse, a organisé dans ce data warehouse les données issues des différents questionnaires, de l'open data, des données venant de l'INSEE, et a câblé sur cette base de données une solution de business intelligence, une solution décisionnelle qui permet de faire du reporting un petit peu dynamique et qu'elle a mis à disposition de ses clients. Tout bêtement. Alors, tout bêtement, hein, il y a pas mal de travail derrière tout ça. Elle a en tout cas pu répondre à la demande de ses clients qui ont pu consulter les données produites issues de ces sondages directement par le biais d'un site internet et jouer avec, rentrer dans le détail des données qui produisent les rapports, faire des exports, etc. Le souci, c'est que c'est le déploiement d'une solution technologique. Donc derrière, ça nécessite qu'il y ait des personnes compétentes en infrastructure, en développement.
Et qu'une fois cette solution mise en place, l'administrateur système et réseau a décidé de démissionner une fois le système déployé. Donc, je n'en dis pas plus. Je pense que Romain pourra embrayer sur cette problématique et on verra en quoi le cloud permet de répondre à cet événement. Deuxième cas, une société de location d'engins BTP. Alors, plus qu'une société, c'est un groupe qui intègre plusieurs sociétés de location d'engins, qui est donc multi-franchise, multi-agence, et qui souhaite mettre à profit toutes les données dont elle dispose dans ces ERP, des ERP qui gèrent vraiment tout, qui génèrent énormément de données, ils savent tout sur les clients. Ces ERP gèrent la facturation, évidemment les locations de matériel, les réparations de matériel, le personnel, la paye du personnel, la facturation. Et cette société souhaitait optimiser ses process en utilisant les données de l'ERP qui étaient difficilement exploitables. On est dans de l'opérationnel et pas du tout dans du reporting. Et donc, en termes d'optimisation, j'entends par exemple adapter le parc locatif pour mieux répondre à la demande des clients localement, agence par agence. Ça peut être anticiper des indisponibilités de matériel pour cause de maintenance. Ça peut être optimiser des tournées de livraison de véhicules. Ça peut être aider aussi à la négociation sur les prix de location avec des grands comptes. Et là, même démarche. Ce qui a été fait, c'est d'abord définir un modèle de données d'entreprise globale qui soit commun à toutes les sociétés du groupe. Ensuite, organiser dans ce modèle toutes les données issues de tous les ERP des différentes sociétés du groupe. Y ajouter également des données externes, par exemple le suivi des véhicules. Je pense que vous avez tous entendu parler du tracking géolocalisé. Et puis ensuite, même chose, c'est un petit peu toujours pareil, déployer une solution de reporting par le biais de Datamart pour donner des réponses aux questions que j'évoquais tout à l'heure. Le souci, c'est que les ERP manipulaient déjà des jeux de données relativement gros. Quand on commence à parler de reporting, de décisionnel, on démultiplie la taille des données. Et donc, cette société qui était hébergée, non pas chez OVH, sinon elle n'existerait peut-être plus, mais en local avec ses propres serveurs et qui avait déjà des coûts d'infrastructure relativement importants, a triplé son coût d'infrastructure parce qu'elle souhaitait continuer à rester maître de cette infrastructure. Et évidemment, il a fallu payer des licences supplémentaires. Et le budget de la partie infra est devenu désormais un vrai sujet chez eux. Et dernier cas, on change de monde, un organisme de formation, formation dans le secteur bancaire. Cette société a une petite vingtaine d'années et elle a mis au point un nouveau process de formation. Et elle souhaite pouvoir démontrer l'efficacité de cette méthode. Et c'est une méthode qui est basée sur la mesure de la performance et de l'évolution de la performance des stagiaires. Pour faire ça, pareil, la trajectoire, qu'est-ce que c'est? Ça a été de mettre en place une business unit dédiée dans cette société, dédiée à la valorisation de cette formation. Cette business unit a numérisé tous les parcours de formation, a mis en place un dispositif de mesure continue de la progression des apprenants électronique et toutes les données de progression, d'évaluation, de mesure du temps passé en formation ont été stockées, pareil, rangées dans un data warehouse, nettoyées et adossé à ce data warehouse, on a mis en place des data marts pour permettre aux clients de cette société de visualiser les progrès faits par les stagiaires qui suivaient les formations. Ça a été extrêmement parlant pour les clients qui se sont réellement rendus compte de l'impact de ces actions de formation. Ça a eu un grand succès, le bouche à oreille dans le secteur bancaire a bien fonctionné. Et cette société a littéralement explosé en termes de nombre de clients. Elle adresse désormais l'essentiel des banques françaises sur cet aspect formation. Et donc explosion de clients dit explosion du nombre de stagiaires et donc explosion du volume de données traitées et exposées sur le reporting.
Et le système qui a été déployé il y a maintenant 3 ans, il ne tient plus la charge. Problématique donc que je laisse le soin à Romain de résoudre. Non, je vous proposais en intermède de faire une deuxième question ou une troisième question sur la représentation des données dans votre entreprise aujourd'hui et également le terme cloud, ce que ça vous évoque. Alors, que représentent les données dans votre entreprise aujourd'hui? Première proposition, nous n'avons pas de données. Deuxième proposition, les données représentent un actif dormant. Troisième, un actif que nous exploitons un peu. Client, produit, gestion, opération. Et quatrième proposition, la donnée est notre actif majeur. Donc, ce questionnaire, clairement, nous permet de voir dans la majorité où vous vous situez sur l'utilisation de vos données. Alors, les données sont un actif que nous exploitons un peu. Voilà, client, produit, gestion. OK, super. Donc, ça, vous voyez, ça, on revient exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure en début de présentation, sur le fait qu'on a partiellement des données qui sont exploitées, mais bon, on est sur la bonne tendance. Et je vous propose une deuxième question pour introduire Romain sur quelle notion pour vous va évoquer le terme cloud en premier lieu. Alors, je vous laisse réfléchir le temps que la question se charge. Quelle notion vous évoque le terme cloud en premier lieu? Donc, le but est un peu de démystifier cette approche du cloud, savoir pour vous comment vous le voyez et quelle en serait votre utilité en fin de compte. Alors, proposition numéro 1, le cloud, pour moi, c'est le stockage de mes photos de vacances. Proposition numéro 2, la météo à Strasbourg et OVH, puisqu'on a une actualité OVH assez importante les jours passés. Et troisième proposition, le cloud, c'est The Solution, simple, accessible à tous et pas cher. Et nous avons… Romain, je te laisse analyser cette réponse. Alors, OK, donc on voit un partage assez hétérogène où beaucoup vont l'utiliser comme une solution simple et accessible. Tant mieux, nous en parlerons aussi. Certains le voient comme effectivement un espace de stockage. Ça fait partie des moyens les plus connus et les plus simples à appréhender, en tout cas dans le cloud. Nous en parlerons tout au long du sujet. Donc, en tout cas, ce webinaire s'est porté sur data et cloud. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire soit de la data, soit du cloud, mais on sait très bien que les deux se marient très correctement et on propose en tout cas chez Synaltic et aussi bien chez Datasulting à marier ces deux termes ensemble pour justement répondre à vos besoins, à vos projets. Donc, moi, le but que je vous propose, c'est un petit peu de démystifier le cloud pour au moins cibler un large panel, c'est-à-dire ceux qui le découvrent, ceux qui n'osent éventuellement pas y aller, ceux qui ne savent pas ce que ça peut éventuellement apporter, mais aussi ceux forcément qui le connaissent bien plus et qui aimeraient maintenant savoir quels sont les réels gains et quels sont les plus gros enjeux qui feraient que ça impacte un petit peu leur entreprise en tout cas. Audrey, si je peux… Merci. Donc, le cloud, en tout cas, c'est clairement une solution d'infrastructure. On peut le voir de différentes façons. Il y a certaines entreprises qui proposent le cloud en tant que service, c'est-à-dire vous avez des applications qui sont portées, vous les utilisez et derrière, vous continuez à avoir en fin de compte votre façon de travailler, mais via une interface, un logiciel qui est proposé. Ensuite, nous avons forcément lié au stockage, un peu lié au sondage que vous avez vu. Ça va être surtout un outil de support. Vous allez utiliser le cloud pour y mettre de l'information, pour y accéder et pour, en fin de compte, avoir une disponibilité et parler un petit peu de sécurité, en fin de compte. Et après, vous allez parler aussi et surtout du cloud. Là, c'est pour les beaucoup plus avertis. Pour les plus avertis, c'est en termes d'infrastructure virtuelle, c'est-à-dire pour vous défausser, vous défaire de toute cette infrastructure qui ne serait plus en fin de compte dans vos locaux, qui ne nécessiterait plus d'emplacement et de gestion purement hardware, en fin de compte, purement machine, et de ne se focaliser que sur de l'aspect de configuration, d'accès et d'utilisation. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'outils où on peut choisir directement par rapport à des applications ou de solutions d'infrastructure, de solutions globales venant à utiliser plusieurs points que propose le cloud. La slide suivante, merci. Donc, les 5 grands domaines dans lesquels le cloud, en tout cas, est connu, je vous en cite quelques-uns pour les moins avertis.
Nous savons que les solutions de messagerie sont peut-être les plus utilisées. Quand on parle d'un Gmail, on peut considérer que Gmail, c'est totalement sur le cloud. Vous avez un système de messagerie, vous ne gérez que votre boîte. Derrière, vous ne gérez pas du tout la puissance et les serveurs qui font porter, en fin de compte, votre messagerie. Synaltic a elle-même sa messagerie, en tout cas sur Gmail, et donc forcément sur le cloud. Ensuite, la gestion de la sécurité. Je suppose que tous ceux qui vont stocker leurs photos sur du Drive, sur du cloud, c'est justement pour éviter de perdre leur disque dur, qui vont justement être défectueux, qui vont prendre l'eau, qui peut leur arriver beaucoup de choses. On va parler aussi d'accessibilité, on va parler de pas mal de choses. Et donc, derrière, le cloud vient apporter une sécurité de disponibilité et forcément de présence sur le cloud qui nous permet de dire on y aura forcément accès par un autre endroit, ou si jamais on fait de la redondance derrière, si jamais, comme on sait, il y a un serveur OVH qui prend feu à Strasbourg, on sait très bien qu'ils peuvent avoir des serveurs redondants qui se situent dans d'autres villes et qui auront récupéré et gardé l'information. Donc, on parle de sécurité. Et donc, enfin, tout ce qui est web et messagerie, c'est un petit peu aussi ce que vous voyez quand on parle des documents partageables, quand on parle des tableurs partagés, quand on parle de toutes ces choses-là, ce sont bien des applications web, des messageries instantanées qui sont positionnées sur Internet et donc sur le cloud et qui font que ça vous permet d'avoir des outils collaboratifs, des outils pour travailler ensemble et que vous ne portez pas chez vous. Et enfin, pour les plus avertis, on va parler de bureaux virtuels, on va parler d'infrastructures virtuelles, on va parler de gestion d'incidents et de logs. Donc derrière, on commence à connaître le cloud et à s'en servir d'une façon plus approfondie. C'est-à-dire si vous avez beaucoup de volumétrie de données, si vous avez beaucoup d'applications, si vous voulez vous-même gérer la gestion des applications, c'est-à-dire leur interaction, leur connexion, la façon de les faire évoluer, on vous propose justement de déployer via des bureaux virtuels, via des machines virtuelles qui sont sur le cloud, vos façons de travailler, vos façons de faire évoluer vos flux, vos process métiers, sans encore vous occuper de l'infrastructure. Donc, voilà pour ces cas-là. Pour citer peut-être un petit exemple, nous travaillons avec l'éditeur Talen, nous travaillons avec beaucoup d'éditeurs, mais Talen fait partie des éditeurs justement qui proposaient des outils on-premise, c'est-à-dire sur site chez vous, et qui derrière se sont portés sur le cloud pour vous dire, maintenant, nous vous proposons des solutions directement en ligne sur le cloud, où vous êtes derrière libéré de tout ce qui a gestion, administration, migration. Nous pouvons passer à la slide suivante. Donc, là, je vais vous parler maintenant de la création de valeur, des gains que vous apporte le cloud. On se dit, oui, d'accord, le cloud, c'est peut-être pratique parce que tout est en ligne, mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte? Le premier et le plus flagrant, c'est que ça vous apporte, en fin de compte, ça vous enlève un stress qui est lié au service informatique. Et là, on cible clairement les TPE et les PME. Si vous êtes une entreprise de 5, 10, 20 personnes, on sait que toutes les grosses entreprises, à force d'évoluer, vont avoir un service informatique avec beaucoup de personnes, avec un gros budget. Et on sait très bien que tout le métier se positionne et prie que le service informatique soit efficace en fin de compte pour tenir les machines, pour garder de la performance et tout ça. Le cloud permet en fin de compte de rendre la main au métier et de se dire l'informatique, on la met sur le cloud, on n'a besoin que de quelques personnes en fin de compte pour gérer l'administration, pour gérer éventuellement la performance. Et derrière, on arrête maintenant de mettre le noyau dur d'une entreprise sur le service informatique. Certes, il ne disparaît pas, mais il sera réduit. Et comme il est réduit, on donne plus d'importance au métier. D'où pourquoi on va parler d'optimisation des ressources et économie d'échelle, parce qu'on va donner plus la main au métier et donc au cœur de l'entreprise. On va avoir des meilleures compréhensions métiers parce qu'on aura beaucoup plus de réflexion sur « Ah mince, comment on va le faire sur une infrastructure comme ça ?» Derrière, on n'aura plus besoin de penser infrastructure parce qu'elle est portée par le cloud, elle est portée sur des machines. On ne parlera plus que de performance et éventuellement d'évolution des process métiers sur le cloud et non plus d'outils réels et en tout cas d'infrastructures. Et donc, impact opérationnel et culturel, forcément, on remet le centre sur le métier. Donc, on peut avoir un impact beaucoup plus gros et penser beaucoup plus process et flux, en tout cas, et organisation.
Le deuxième gain, on reparle, c'est un petit peu le pont entre l'impact opérationnel et donc les process, c'est que les performances métiers vont être accrues. Derrière, nous allons avoir des outils en libre, des outils de collaboration, des outils qui vont permettre de gérer les ressources, de partager les ressources, de pouvoir les interconnecter avec beaucoup plus d'informations, parce que la plupart du temps, le cloud, ce qu'il nous propose, c'est de l'application, mais c'est aussi de l'interconnectivité vers de la donnée, vers d'autres applications, vers d'autres clouds, vers des réseaux privés ou des réseaux publics. Et donc, ça donne encore la main d'ouvrir votre activité sur des nouveaux services, sur des nouveaux process. Vous n'avez plus qu'à demander, tiens, l'exemple qu'a donné Yann qui était très bien, c'est on commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs. Maintenant, il faudrait avoir plus de performance. Avant, il fallait demander au service informatique de racheter des machines et de reconfigurer. Maintenant, il suffit d'aller voir votre contrat ou en tout cas votre fournisseur cloud et se dire je veux avoir des machines supplémentaires, je veux avoir de la performance supplémentaire, je veux avoir de la CPU supplémentaire. Et derrière, ça se met en place parce que les machines sont déjà sur le cloud et on vous attribue de la puissance supplémentaire, de la mémoire supplémentaire et on vous booste votre performance pour répondre à un besoin qui évolue. Et enfin, opérationnel, clairement, on va parler de coûts, d'argent réel. C'est qu'on a une transformation de CAPEX en OPEX. Avant, on gérait de l'infrastructure, donc on gérait l'immobilisation. Maintenant, nous n'avons plus d'immobilisation. Nous passons réellement à de la gestion pure d'environnement. Donc, ça va être clairement de la configuration applicative, ça va être clairement de la configuration éventuellement de performance, mais on ne parlera plus de configuration machine, de configuration pour que le logiciel soit compatible en fin de compte avec une machine, avec un système d'exploitation. Donc derrière, on libère encore de l'activité pour se centraliser sur le métier. Si on parle encore des services informatiques qui forcément vont rester encore présents dans vos entreprises, ces services informatiques, ces personnes qui vont gérer l'informatique et donc l'administration du cloud, eux aussi vont gagner énormément en temps. Pourquoi? Parce que le cloud permet de proposer des déploiements plus simples, des process métiers. Ils vont parler de conteneurs, ils vont parler de choses comme ça où on va vous dire, vous avez vos process, vous les mettez dans des conteneurs, vous gérez les briques dont vous avez besoin dedans, vous poussez ça dans le cloud. Et derrière, ensuite, le cloud, lui, il l'intègre et il le met à sa sauce pour justement qu'il soit directement intégré et posséder les bons paramètres pour que ça puisse vivre sur votre environnement virtualisé, en fin de compte. Donc, même le service informatique, derrière, est gagnant par rapport au déploiement et à la gestion des applications. Si nous pouvons passer, merci. Maintenant, je vais vous parler de l'évolution aussi des mentalités, l'évolution des métiers. Un sondage 2011 du Gartner indiquait en fin de compte que les principales dépenses informatiques, les principales ressources que les entreprises voulaient mettre en place, c'était lié à l'atteinte de l'objectif, à l'efficacité et à la réduction des coûts. Donc, on voit que ça restait encore finalement assez global. Par contre, maintenant, avec le sondage 21, à cause et peut-être aussi grâce au Covid et donc au télétravail, on est parti beaucoup plus sur la sensibilisation et sur donc l'aspect utilisateur et non plus l'aspect infrastructure et objectif métier. On parle d'utilisateur, on se dit montrer à l'utilisateur qu'il faut qu'il ait accès aux données, montrer qu'il faut qu'il y ait de la sécurité, montrer qu'il faut qu'il y ait de la collaboration et donc des outils qui communiquent, qui sont unifiés, qui sont accessibles, qui sont sécurisés. On va parler de stockage cloud, ce qu'a dit Audrey et Yann. On parle de data, clairement, on sait que la data évolue de plus en plus. Comme la data évolue de plus en plus, qu'elle est de plus en plus captée, il faut la stocker à un moment donné. Si c'est chez vous en physique, on sait très bien qu'il faut tout le temps racheter des disques durs et faire évoluer les capacités. Derrière, si vous vous mettez sur le cloud, vous savez que vous déchargez un petit peu de ce stress de dire « mince, est-ce que j'aurai assez de place physique dans mes locaux et est-ce que j'aurai assez de budget ?» Et enfin, forcément, l'accès à distance que le cloud ouvre à tout le monde. Je vous cite là l'exemple d'un collègue qu'on a placé chez un client, d'ailleurs grâce au réseau de la mêlée. Et ça, il travaille pour une association qui fait beaucoup de projets dans le monde entier, dont surtout en Afrique. Ils ont tout de suite pensé au cloud pour interconnecter justement des applications et une disponibilité, une accessibilité dans le monde entier. Donc voilà en tout cas la mentalité qui montre que tous les points qu'on souhaite mettre en avant maintenant
convergent vers un petit peu les solutions que Cloud propose. Si on peut passer au… Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter 3 cas concrets. Le premier cas, c'est Le Point. Le Point, donc une activité de journalisme. Et derrière, nous avons donc des journalistes qui ont forcément évolué avec le numérique, donc transition numérique, clairement, où ils se disaient, on avait des supports papier, on a dû à un moment passer à des supports sur des sites Internet, à des supports sur tablette, à des supports sur téléphone. Et derrière, tous les consommateurs, en fin de compte, d'informations, de journalistes, ils viennent s'abonner, ils veulent clairement accéder à de l'information sur différents supports. Donc, Le Point a demandé à ce qu'on mette toutes leurs informations sur le cloud pour que ça soit accessible, interconnectable sur plusieurs supports. Derrière, qu'est-ce que ça a permis aussi? Ça a permis de faire des interactions entre la donnée, les abonnements et les personnes. On était capable aussi, grâce au cloud et à la puissance que propose le cloud, de détecter qu'un abonnement arrivait à terme et de relancer une personne en disant « Attention, votre abonnement va arriver à terme. En plus, vous êtes friand de telle information, de tel article. On vous propose aussi de faire une réduction et de vous informer la prochaine fois sur des articles qui vous conviennent plus. » Passons au cas suivant, s'il vous plaît. Alors, le cas CSM est encore plus… Enfin, ils sont tous autant intéressants, mais il est très intéressant parce que Audrey parlait d'objets connectés, les IoT. CSM s'est totalement positionné là-dessus. C'est une start-up où ils étaient très peu nombreux. Et derrière, bien qu'ils soient très peu nombreux, ils possédaient des capteurs qui permettaient de gérer les salles de réunion dans les entreprises. Donc, ça leur permettait clairement de voir si elles étaient complètes, l'affluence et tout. Et derrière, toute cette information captée, il fallait la stocker. Et des capteurs qui prennent les salles de réunion tous les jours, ça monte à du téra, à du pétaoctet en termes de données. Il fallait forcément les stocker dans un endroit qui était évolutif et non pas dans une cave de votre entreprise qui, à un moment donné, forcément, va atteindre ses limites. Voilà pour CSM. Le dernier cas que je vous propose, donc DataAsso, que nous présentons assez, en fin de compte, à la mêlée. DataAsso est certes porté par le gouvernement, mais il n'est porté, en fin de compte, par que quelques personnes, dont Guillaume Veil, justement. Et ce DataAsso, afin de justement gérer le plus possible les données, les applications, et de ne pas générer trop d'activités de gestion de l'infrastructure du service informatique, a été mis sur le cloud. Et pour vous donner en gros des chiffres concrets, il y a à peu près 5 nœuds, donc 5 serveurs, 6 applications. Nous gérons environ 50 gigas et le tout pour à peu près 280 € par mois, ce qui montre en fin de compte que ces budgets et cette adaptabilité est clairement intéressante. Et ensuite, forcément, avec le plus de données que vous mettrez sur le cloud, les coûts commenceront à évoluer avec forcément l'accès à l'information qui est clairement payante. Mais tout ça se construit, se gère parce que le cloud vous permet en tout cas de configurer le plus possible selon les fournisseurs, selon les solutions apportées et les besoins dont vous avez. On voit que le cloud répond clairement à des projets, surtout et en fin de compte à des projets data. Merci beaucoup Romain pour ces éclairages. Donc, je vous propose de passer à la séance de discussion. Donc, je vais arrêter le partage et je vais passer la main à Constance qui a dû… Ouais, merci Audrey. Merci Audrey. Alors, donc n'hésitez pas surtout à écrire vos petites questions dans le chat, sinon n'hésitez pas à réagir et je vous donnerai la parole. Romain, on a une première question pour toi. Voilà, si tu peux revenir sur la différence entre le cloud et le PaaS. Guillaume, si tu veux peut-être réagir dessus. Je faisais… alors, le PaaS, c'est plateforme as a service. Pour moi, le PaaS est inclus dans le cloud. Donc le PaaS, c'est la location, on va dire, de machines dans le cloud, sur laquelle vous faites à peu près ce que vous voulez. Donc, je pense que c'est adapté, on va dire, pour les développeurs. Au sein de DataAsso, on développe et quand on souhaite mettre ça à disposition des utilisateurs, on le met sur des machines que nous louons, donc finalement du PaaS. Une autre on va dire, composante du cloud, ce serait le SaaS, où vous êtes plus dans la location d'applications. Par exemple, une base de données ou un outil de communication. Donc, c'est pas vraiment une différence, c'est plus une inclusion.
Et donc, pour compléter un petit peu ce que dit Guillaume, c'est clairement une ouverture. Le SaaS, c'est vraiment éventuellement, on peut dire pour les novices, pour les débutants, on va proposer l'application et de porter tout le reste. Et en fin de compte, le PaaS, c'est carrément de l'autre côté de la fourchette. C'est là où ça nous offre le plus de liberté. On nous offre directement de l'infrastructure virtuelle et on en fait un petit peu en fait ce qu'on veut. Merci Guillaume, merci Romain pour ces précisions. J'espère que ça a répondu à la question de Benjamin. Benjamin, j'espère que c'était clair. On a également Sandrine. Alors, on a quelqu'un qui a déjà commencé à lui répondre dans le chat, mais je pense que ça peut être intéressant de revenir là-dessus. La différence entre CAPEX et OPEX. Alors, clairement, je suis aussi allé voir sur Internet, ça fait partie de termes qui sont surtout gérés presque par la comptabilité et aussi par le service informatique. Donc, clairement, le CAPEX, c'est vraiment les dépenses d'investissement. Donc, investissement immatériel. Donc, on va parler justement de tout ce qui a serveur, de tout ce qui a infrastructure que vous allez porter chez vous directement dans vos locaux. Et en fin de compte, l'OPEX, c'est l'inverse, ça va être de la dépense d'exploitation. Qui dit exploitation va dire directement gestion des systèmes. Donc, derrière, c'est pour ça que le cloud, à partir du moment où ce n'est pas de la gestion immatérielle, que c'est directement un service et non pas du physique, votre budget, qui est donc OPEX pour l'exploitation, va uniquement se baser sur de la gestion, sur de la configuration et non plus sur de l'infrastructure. Donc, en termes, je crois qu'en tout cas de termes comptables, nous avons bien deux différents cas de différentes familles de gestion des facturations qui se traduisent par justement le CAPEX et l'OPEX. Merci Romain. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu d'autres questions. Donc, si on a peut-être des personnes qui souhaitent prendre la parole pour commenter ou juste pour poser d'autres questions à nos experts, n'hésitez pas. Moi, du coup, je vais en profiter pour vous redonner quelques petites précisions sur l'opération transformation numérique et cybersécurité. C'est une opération qui est donc, je le précisais en tout début de webinaire, c'est une opération qui est portée par la région et qui a vraiment pour vocation de vous accompagner, vous, entreprise d'Occitanie, dans tous vos projets de transformation numérique. Si vous souhaitez demain vous lancer dans tout ce dont vient de nous parler Audrey, Yann, Guillaume ou encore Romain, nous, vraiment, on peut vous accompagner sur ces points-là et vous proposer des accompagnements par nos experts à moins 50%. Pour ça, c'est vraiment très simple. Il suffit de répondre à un petit pré-diagnostic en ligne. Ça prend quelques minutes. Mais ça nous permet de bien mesurer la maturité numérique de votre entreprise, bien cibler vos besoins et finalement vous mettre en relation avec les bons experts. J'ai l'impression que… Ouais. Je tenais à dire merci à la mêlée, donc représentée par Constance et Élise, déjà du fait d'avoir créé le webinaire Data et Cloud, parce que comme on le sait, on peut avoir la data d'un côté, le cloud, mais ce sont deux sujets qui se marient très bien. Si on parle de transformation numérique, clairement, ça fait partie des solutions que aussi bien Datasulting, représenté par Audrey et Yann, ou Synaltic, représenté par Guillaume et moi-même Romain, proposons pour améliorer la gestion justement de vos données et avoir une simplicité qui va permettre de remettre le cœur du métier de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment cibler les personnes métiers et non pas le service informatique qui avant prenait énormément de place et qui au fur et à mesure commence à libérer en tout cas la vraie activité des entreprises. Merci Romain. Alors, nous avons une question. Peut-on avoir une partie cloud et une partie infrastructure, notamment lors de la migration? Et est-ce que cela pose des problèmes de traitement de la donnée par la suite? Peut-être que… Très bonne question. Alors, clairement, nous avons justement des exemples tels quels. Beaucoup de prestataires, en tout cas, et d'entreprises, d'éditeurs, en tout cas, de logiciels, proposent de travailler sur ces trois types. Donc, nous avons bien le full cloud, nous avons bien ce qu'on appelle le on-premise, en fin de compte, qui est sur site. Et les éditeurs, maintenant, sont capables aussi de travailler
sur les deux. Donc, vraiment, de se dire, peut-être que vous allez mettre vos moteurs applicatifs qui vont faire les calculs, qui vont justement gérer les flux, qui vont interconnecter les choses sur le cloud, mais la donnée, elle est encore capable de rester chez vous et en fin de compte, de venir être utilisée dans les process du cloud, mais ne jamais y être stockée. Par exemple, si les entreprises ne sont pas encore prêtes à mettre l'information sur le cloud parce qu'elles considèrent que ce n'est pas encore sécurisé. Donc oui, typiquement, il est possible de travailler soit sur du cloud, soit sur du site, ou soit sur un hybride qui est justement qui mélange le cloud avec le sur site. Une des premières choses qui est d'ailleurs source de stress chez des entreprises, ce qu'on voit énormément, on a encore des demandes nous là-dessus en ce moment, c'est clairement sur la migration. C'est de se dire, ah oui, mais un éditeur, il propose un logiciel et la licence et donc les versions, elles évoluent tous les 2 ans. C'est assez pénible. C'est-à-dire, est-ce que tous les 2 ans, on doit revoir nos développements pour voir si c'est compatible et faire des migrations à chaque fois? C'est exactement le cœur du problème qui font que, en fin de compte, sur le cloud, vous ne portez plus cette migration. Elle est directement gérée par l'éditeur qui vous propose soit le service, soit un peu plus que le service, c'est-à-dire aussi la gestion de la configuration éventuellement. Plus vous resterez forcément sur votre partie sur site, plus vous aurez de toute façon de la gestion à faire sur la migration de vos applications ou sur la migration. Quand je parle d'application, c'est soit évolution de version, soit forcément changer de logiciel, clairement, ou d'application. Et derrière, plus vous resterez sur site, plus vous aurez encore à toucher, en tout cas, à cette migration. Merci Romain. Audrey, ouais, tu veux ajouter quelque chose? Il y avait une petite question pour Romain et Yann, parce qu'on a abordé le sujet des coûts tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous donner des estimations ou des fourchettes ou une projection? Je suis une petite TPE ou une petite PME, je ne suis pas encore sur le cloud et je souhaite potentiellement me projeter vers cet environnement-là. Combien ça va me coûter? C'est quoi les ordres de grandeur finalement? Romain, tu veux attaquer ou je donne quelques exemples? Je t'en prie, Yann, j'ai déjà parlé tout à l'heure, tu peux commencer. Allez. Et ben justement, le cloud, ça nous donne l'opportunité d'être relativement intelligent en design de système pour rabaisser les coûts de manière relativement drastique, notamment sur tout ce qui est décisionnel. Et je vais donner un exemple. On a réalisé, c'était quand? C'était à l'automne passé, un système de reporting pour la branche RH d'une société du SBF 120, donc parmi les 120 plus grosses entreprises de France. Et ce système-là coûte très exactement 7 € par mois pour un reporting sur un groupe de quelques milliers de personnes. Donc les coûts peuvent être ridicules si on conçoit bien les systèmes. Et encore une fois, après, ça dépend des usages. Si le système va servir 24 heures sur 24, nécessairement, ça coûtera beaucoup plus cher que si le reporting est consulté une fois par semaine par un board de direction. Donc, Guillaume, je te laisse compléter sur cette partie coût, mais le cloud reste une formidable opportunité de réduire les coûts de manière phénoménale. Alors, compléter tout ça, donc effectivement, s'il y a un projet effectivement de migration, il y a aussi des coûts projets. D'un point de vue abonnement, je pense qu'on est forcément gagnant, mais tout dépend finalement de votre activité. Si vous avez besoin d'énormément de machines, alors ce qui ne doit pas forcément être le cas pour les TPE, et encore, ça dépend de votre modèle économique et de votre activité. Mais si vous n'avez besoin que de quelques serveurs, ça va être quelques dizaines, voire maximum 100-200 € par mois, on va dire au plus bas. Après, il y aura d'autres coûts, j'imagine, de migration, forcément si vous faites un grand projet. Mais en théorie, enfin en pratique même, c'est sûr, avec le temps, vous devrez rentabiliser votre investissement si vous passez vers le cloud, comparé à vos coûts finalement d'hébergement en local.
Et le Après, cloud, juste pour compléter ce que vient de dire Guillaume, c'est vraiment ça. On paye ce qu'on utilise. Donc, on paye l'espace de stockage qu'on utilise à un instant T. On paye la puissance de calcul qu'on utilise à un instant T. Et si on n'utilise pas, on ne paye pas. Contrairement à de l'hébergement dédié ou de la location du serveur. et chose qui est peut-être des fois cachée par les plus novices, c'est qu'on paye aussi l'accès. Et cet accès, en fin de compte, va être compté en centimes, mais plus vous avez de stockage, en fin de compte, de données stockées sur le cloud, et plus cet accès va devoir être géré. Parce que malheureusement, je parle encore des novices, et c'est un petit peu le piège marketing qui peut être présent dans le cloud des fois, un des rares, j'espère, c'est qu'un novice va peut-être stocker des terras de données sur le cloud et derrière, il va gérer ses accès sans aucune logique. C'est-à-dire, dès qu'une personne va vouloir accéder pour venir lire de la donnée, elle va payer. Et à la fin, ça risque des fois de pouvoir faire des sacrées factures. Mais à partir du moment où j'ai envie de dire, vous montez en compétence sur comment fonctionne réellement le cloud et comment on peut gérer ça, ou forcément demander de la prestation par la mêlée pour demander à des experts qui s'y connaissent et qui vous proposent des process intelligents, c'est de justement venir gérer les lectures dans le cloud et se dire, mais en fin de compte, il suffit qu'on ouvre la connexion, qu'on vienne lire et qu'on coupe derrière. Et on ne va parler que de microsecondes seulement de lecture. Surtout que le cloud propose de la performance, c'est clairement le but, une performance qui est gérée par une toile derrière qui n'est pas chez vous avec 3 malheureux serveurs. Donc derrière, la performance est très rapide. Donc, ne serait-ce que lire une information ne peut durer qu'une microseconde. Et derrière, si vous arrivez à gérer toutes ces microsecondes d'accès, ce ne sera pas des coûts exorbitants, clairement. Merci Romain, Yann et Guillaume pour cette réponse précise. Et on en a une nouvelle qui vient de tomber. Quelles sont les différences avec les autres solutions citées par Guillaume? Dédiées, locatives. Il me semble que c'est Delphine qui a posé cette question. Est-ce que Delphine, vous voulez peut-être prendre la parole pour donner plus de précision sur votre question? En tout cas, si je peux peut-être essayer de reformuler ce que Delphine dit, ça serait quels sont les types possibles d'offres que propose le cloud. Si en gros, on a 10% la main, 20% la main, 50% la main, 100% la main en gros. Donc, solution dédiée, OK. Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais un problème avec le son. C'est tout à fait ça, oui. Ce que vous venez de dire, donc, pour distinguer les différentes tarifications et surtout les prestations, que l'on soit dans mode dédié ou locatif, voilà, pour y voir un peu plus clair dans ces notions, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'y répondre. On a évoqué le PaaS, le SaaS, il y a énormément d'acronymes possibles. En gros, tout dépend de vos besoins. Si, on va dire, vous avez besoin d'une solution en particulier et que vous ne souhaitez, donc qui est disponible en SaaS et que vous ne souhaitez rien finalement gérer d'un point de vue on va dire infrastructure, donc vous partez vers le SaaS. Donc ça a un prix, forcément. Le coût de gestion, il est délégué à une société, donc elle va vous le prendre. Après, les coûts, tout dépend de la solution qui est prise. Si vous passez vers, on va dire, du PaaS ou du IaaS, là, c'est vous qui allez gérer l'application. Donc, vous allez avoir dans votre équipe besoin de personnes qui vont finalement gérer l'application en tant que telle. Vous allez potentiellement avoir besoin de gérer tout ce qui est l'alerting, le monitoring, vérifier que vos machines ont suffisamment de RAM, de mémoire, pardon, de stockage, etc. Et pour être capable d'avoir une force de réaction. Si vous passez par le SaaS, vous déléguez toutes ces choses à d'autres personnes. Après, le cloud, c'est aussi beaucoup d'options. On a parlé tout à l'heure d'OVH Cloud et de personnes qui ont perdu leurs applications. Si elles les ont perdues, c'est qu'elles n'ont pas souhaité prendre l'option de faire des backups. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc ça, soit vous déléguez à une autre société ces backups-là, généralement dans le SaaS c'est le cas,
soit vous le faites vous-même, soit vous passez encore par un prestataire externe, etc. Et donc, finalement, il y a, en fonction de vos besoins, du profil du client, du demandeur, vous allez devoir vous orienter vers tel ou tel type de solution. Honnêtement, je pense que si on devait tout regarder, je pense qu'il y en a pour plusieurs heures de discussion. Je crois qu'il y a même des développeurs à ce service maintenant qui doivent exister. C'est très, très large. Mais en fonction de vos besoins, après, il y a des personnes je dirais comme moi un peu, qui sont capables de discuter de tout ça, mais ça prend. Enfin, c'est très large. L'informatique, en général, est très large. Ok, J'espère que merci. ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait. Seulement, après, dans les différences de coûts, je suppose, en fonction des solutions, donc quelle est la plus économique, en gros, par rapport à prestations Ah. offertes? Alors, forcément, si c'est vous qui gérez, bah, vous allez devoir payer embaucher en tout cas des personnes qui vont faire la gestion. Ça peut vous coûter moins cher que de prendre un outil donc avec des forts coûts de licence. Et tout dépend de l'outil. Si vous avez des services avec du support, on va dire, relativement faible, vous pouvez en avoir pour plusieurs centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros par mois. Si vous le faites vous-même avec votre application ou que vous gérez vous-même, ça peut descendre à quelques centaines. Si vous développez votre propre application, dans ce cas-là, vous allez devoir en plus payer des développeurs. Donc finalement, tout dépend de vos besoins de solutions. Ok, merci. Oui. Merci beaucoup, Guillaume. Et on va arriver du coup à la fin de ce webinaire. Et j'aime bien poser la dernière petite question aux intervenants, finalement, le mot de la fin pour clôturer ce webinaire. Je commence par Audrey. Je suis désolée, je vois que tu as le micro ouvert, donc je me dis que c'est plus facile. Et tout d'abord, merci à la Mêlée de nous avoir proposé cette opportunité d'échanger sur le sujet data et cloud avec Synaltic. Pour nous, vous l'avez compris, hein, la data et le cloud, c'est un bon mariage. Effectivement, il y a encore des termes techniques qui, selon moi, restent à partager, pas à vulgariser, mais je trouve que c'est vrai que c'est un environnement, quand on n'a pas forcément l'habitude, où il y a beaucoup d'acronymes, comme disait Guillaume et tout. Et je pense que voilà, ce genre d'initiative, notamment sur des sujets tels que la data et le cloud, c'est très, 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 très porteur parce que ça nous permet à tous de pouvoir échanger et ces échanges-là permettent de nous cultiver, d'évangéliser ce sujet parce que finalement, aujourd'hui, les PME et les TPE, c'est 93%, voire un peu plus, je crois même encore, des entreprises en France et la région Occitanie est riche de ces entreprises-là. Donc, il faut qu'on se serre les coudes pour pouvoir justement faire en sorte que ça soit le plus clair possible pour un maximum d'entrepreneurs. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Et je vais passer la parole à Yann. Ouais, tu as tout résumé. Non, simplement pour compléter, c'est qu'effectivement, cet aspect cloud et exploitation des données, aujourd'hui, sont de formidables opportunités pour optimiser énormément de choses. Je ne vais pas dire tout, hein, mais tous les clients qui viennent nous voir ont des problématiques toutes différentes. On n'a jamais deux missions qui se ressemblent. Donc nécessairement, dans les problématiques que vous rencontrez, vous, de votre côté, il y aura des solutions qui pourront être apportées par l'exploitation de la donnée et l'utilisation de technos comme le cloud. J'aurais aimé reprendre une phrase qu'une personne avait effectuée au salon de la mêlée numérique, qui avait dit le plus important, en fin de compte, c'est de vous renseigner, de comprendre et de vous éduquer aux outils de l'informatique. Parce qu'on est dans une période où on a la chance d'avoir des outils qui sont de plus en plus ouverts, de moins en moins chers et en plus de plus en plus accessibles. Quand je dis accessible, c'est-à-dire on n'est pas obligé forcément d'être informaticien pour pouvoir les prendre en compte. Et c'est exactement ce qui se passe pour la data et pour le cloud en ce moment. C'est la data, on est en train les entreprises telles que Datasulting et Synaltic, nous sommes en train de montrer qu'elle peut être simple de gestion et d'organisation pour gagner en gain, pour gagner en coût et pour l'utiliser le plus possible et être autonome en tant que métier. Et le cloud est en fin de compte aussi la même chose, mais
point de vue infrastructure, en fin de compte. L'application, c'était débarrassons-nous des applications pour ne parler que data. Le cloud, c'est débarrassons-nous des serveurs physiques pour ne parler, en fin de compte, que performance et support de nos applications. Donc voilà, nous avons cette chance d'être dans une période où on peut s'intéresser, comprendre et utiliser ces principes, ces process et ces outils à disposition pour ne serait-ce que faire la transformation numérique de vos entreprises. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup à vous quatre, nos quatre super intervenants pour ce webinaire. C'était vraiment super intéressant. Donc, merci pour la qualité de ces échanges. Je me suis permis de vous glisser dans le chat un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas, il prendra à peine 2 minutes. Il est vraiment ultra rapide, donc n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet d'avoir un petit retour et de nous améliorer pour les prochains événements qu'on va organiser. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le déroulé de cette opération, si vous souhaitez être mis en relation avec nos experts, vous avez l'adresse mail transphonium@lamele.com. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Avec Élise, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, on va vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et une bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci. Bon appétit. Merci tout le monde. Au revoir.